France Culture. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Voici enfin notre nouvelle patrie. Parfois, durant ces 3 mois passés sur la mer, j'ai redouté de voir notre navire sombrer, en proie aux vagues et au vent. Mais de même que nous avons été sauvés de ceux qui méprisent notre religion en Angleterre, nous avons été sauvés des dangers de la mer. À coup sûr, Dieu nous protège. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En ce moment de l'histoire où Donald Trump s'apprête à recouvrer sa pleine puissance à la Maison-Blanche, avec son fameux cri de ralliement « Make America Great Again » rendez sa grandeur à l'Amérique, il peut être opportun de porter quelque attention aux racines lointaines de cette idée d'une grandeur prétendument disparue. Et pour cela, de s'attacher à quelques-uns des mythes fondateurs qui peuvent justifier, entre autres, la volonté approuvée par une majorité de la population américaine d'un retour à des origines magnifiées et supposées séminales. Autrement dit, d'éclairer les spécificités initiales qui procureraient aux États-Unis, à leurs yeux, la possibilité et la responsabilité d'être à la fois sans pareil et féconds, au profit non seulement d'eux-mêmes, mais de la planète entière. Ce sont quelques-uns de ces mythes que nous allons, ce matin, considérer. Ils sont souvent contradictoires entre eux, mais ils se rejoignent pour dessiner l'originalité lointaine d'une nation et servir la force d'une bonne conscience. Agnès Delahaye, professeure d'histoire de la civilisation américaine à l'université Lumière, Lyon 2, s'est attachée, sous cet éclairage, avec un discernement bienvenu, à la colonisation de peuplements britanniques dans le monde atlantique du XVIIe au XIXe siècle, telle qu'elle peut être ressentie, racontée, revendiquée aujourd'hui. Aventuriers, pasteurs, pèlerins, puritains, leur destin, réel ou imaginaire, entre morale affichée et violences assumées, modèle encore aujourd'hui des convictions partagées, légitime des prétentions universelles, suscite des passions collectives et justifie des ambitions planétaires. Rien de moins anecdotique, par conséquent, rien de plus profond. Nous allons nous retrouver dans cette quête aux sources d'énergie féconde et d'intolérance. Proposer une lecture du pacte du Mayflower de 1620 qui a été diffusé dans les chemins de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture le 8 septembre 2003. Vous jugez que cela est bienvenu, ça nous conduit au centre des choses? Tout à fait, c'est l'un des plus grands textes et des textes les plus puissants qui existent dans le corpus que j'ai mobilisé. Les pèlerins du Mayflower se trouvent sur la côte de l'Atlantique, perdus en pleine mer, sans souveraineté, sans appartenance autre que leur appartenance nationale, et ils expliquent les raisons pour lesquelles ils ont traversé l'océan, à savoir fonder la première colonie anglaise dans la partie nord de la Virginie. Il s'agit donc d'une entreprise de peuplement pour la gloire de Dieu, l'honneur du souverain et l'extension de la foi chrétienne. Cet argumentaire est en 3 parties et le nœud de la pensée coloniale anglaise dans cette première moitié du XVIIe siècle. Est-ce que ce serait trop s'avancer que de dire que nous sommes conduits là, d'emblée, au centre d'une tension entre, d'un côté, l'élan libertaire, égalitaire d'idéologie fondatrice, un récit national qui est fondé qui est centré sur l'émergence des libertés individuelles, et puis d'autre part, les catastrophes qui s'annoncent, matérielles, humaines, les difficultés extrêmes qu'ils vont avoir à affronter, ces pèlerins. Tout à fait, puisque ce texte sert à fonder
un ordre civil et politique, là où l'État n'existe plus, la souveraineté n'existe plus, ils créent leur propre État. Donc il y a cet élan d'autonomisation qui va caractériser ces colonies de peuplement, et en même temps, on perçoit immédiatement les dangers qui les entourent et la violence qu'ils vont mettre en œuvre pour préserver leur contrôle sur cet État nouveau qu'ils sont en train de construire. On ne pourra affronter ces périls qu'avec une unité spécifique qui se construit à partir de valeurs originales, notamment la religion. Notamment la religion, mais c'est surtout un texte performatif, puisque l'État se crée parce qu'ils disent qu'ils le créent, et la solidarité entre eux, le ciment de cet ordre civil, c'est le serment, c'est-à-dire la promesse qu'ils vont se faire les uns aux autres de se porter assistance, de s'être fidèles et surtout de soutenir le gouvernement sur lequel ils se sont mis d'accord au départ. Bien, alors voilà le point de départ, mais il faut remonter auparavant, comprendre comment l'Angleterre, qui a pris du retard au fond par rapport aux deux grands empires portugais et espagnols qui s'étaient partagés par le fameux traité de Tordesillas, qui s'étaient partagés les mondes nouveaux, comment, avec ce retard-là, ils arrivent, avec quelles originalités, quels ressorts les animent? La cupidité, la rapine, le besoin de s'emparer du trésor indien, dont l'Espagnol, le roi d'Espagne, a pour l'instant le monopole. Les Anglais rêvent de trouver soit des richesses propres à l'Amérique, mais ils vont très vite se rendre compte que dans les contrées auxquelles ils sont confinés, justement par la domination espagnole, il n'y a pas d'or à saisir. Mais on cherche toujours aussi également la route vers l'Asie, qui est la clé de la réussite coloniale de toute la Renaissance. Depuis l'origine. Depuis l'origine. Mais auparavant, les décennies qui précèdent voient une guerre de course. Avant d'aller peupler, on souhaite dépouiller les autres. Le fameux Francis Drake intervient dans l'histoire. Oui, les premiers explorateurs, les premiers aventuriers sont des corsaires. Leur objectif est de croiser la route de navires espagnols ou parfois portugais et de s'emparer de leur cargaison pour ensuite la ramener en Angleterre où ils versent 1/5 de leur prise à la couronne en échange d'une protection assez certaine, et puis pour certains, comme Francis Drake, d'une véritable gloire, puisque ces exploits maritimes vont lui faire accéder à un titre de petite noblesse, une propriété conséquente dans l'ouest de l'Angleterre, et puis surtout une certaine proximité avec la reine elle-même, qui en 1577 va l'envoyer trouver la route de la Chine par l'ouest. On est avant le peuplement. Et écoutez donc cet extrait des mémoires de Don Garcia, qui a contribué à la gloire de Francis Drake. C'est à propos de lui, un extrait qui est diffusé dans le cabinet des curiosités de Patrice Fredo, sur France Culture toujours, le 25 janvier 1999. Plusieurs navires, commandés par des corsaires anglais, pénétrèrent dans la mer du Sud à l'époque des anciens vice-rois. Leur audace se trouva récompensée sous forme de prises et de butins considérables. Le premier qui, débarquant du détroit de Magellan, cabota le long de la côte vers le nord, fut Francis Drake. Sa souveraine, Isabelle, lui avait confié 3 bâtiments bien armés et approvisionnés. Chacun avait un équipage de 200 hommes, plus 10 jeunes gentilshommes qui accomplissaient ce voyage dans le dessein de voir le monde et de montrer leur valeur à l'occasion. Avant d'arriver à sa destination, qui était Callao, il rencontra un navire d'Arica, le port de Potosi. Drake l'aborda, traita bien tout le monde et demanda à son capitaine, San Juan de Anton, de lui établir la facture de la cargaison. Le capitaine lui remit tout ce qu'il avait chargé, et il obtint de Drake un reçu en guise de paiement. À la vue de la tristesse générale, Drake consola les Espagnols en leur disant qu'ils avaient bien de la chance d'habiter un pays si riche et si prospère. Sur quoi il les quitta et poursuivit sa route. Mémoire de Don Garcia, Hurtado de Mendoza. Est-ce qu'on peut discerner, Agnès Delay, quelque chose comme un humour ou une ironie dans ce texte? Tout à fait. Drake est l'insolent. Et sa réputation est d'être un aventurier, c'est-à-dire courageux, téméraire,
sans peur de l'espagnol, et la capture par un navire espagnol représentait quand même une certaine menace, parfois même la mise en esclavage dans certaines zones de la Méditerranée. Donc il y a un grand risque en réalité à traverser l'océan, à emmener avec soi un équipage qui, alors bien sûr le capitaine est maître à bord, mais un équipage qui peut toujours s'insurger, se rebeller contre des décisions arbitraires. Mais ce que tous ces hommes ont en commun à bord des navires, c'est l'envie de richesses qui feront leur gloire en métropole. Cette envie assure une certaine cohésion et en même temps une cohérence du projet. Et on va les retrouver aussi lorsque l'Angleterre passe de la guerre de course au peuplement. C'est cela votre sujet, c'est cela que vous considérez dans votre beau livre, Agnès Delahaye. Ce livre traite de 3 moments fondateur de l'implantation anglaise en Amérique. D'abord l'implantation à Jamestown par la Compagnie de Virginie à partir de 1607, et puis l'implantation à Plymouth en Nouvelle-Angleterre par les colons du Mayflower à partir de 1620. À la jonction aujourd'hui à peu près de l'État du Maine et du Massachusetts, plutôt du côté du Massachusetts. Plutôt à la jonction de l'État du Massachusetts et de New York. Et enfin, 3e moment, la baie du Massachusetts, c'est-à-dire Boston, qui commence à être colonisée à partir de 1630. Donc 3 moments assez rapprochés par des individus qui se connaissent, qui se lisent, qui se citent aussi, qui échangent leurs savoirs coloniaux et qui permettent de dégager l'émergence progressive de ce modèle de peuplement qui a donné à l'Amérique ses origines libérales et républicaines. Mais parlez-moi d'abord d'un personnage que vous mettez en lumière, qui s'appelle Akluit, qui est un peu aux origines intellectuelles et même politiques de cette grande aventure que vous traitez. Oui, son œuvre, en effet, a joué un très grand rôle. Il est d'abord connu pour avoir collectionné les récits de l'exil anglais dans le monde, et puis peu à peu des récits d'expédition et d'aventure. Il vit à quelle époque ? 1580, 1610 à peu près. Aux origines même de notre histoire. Absolument. Et il est cosmographe, il est aussi homme de Dieu, il est chapelain. C'est quelqu'un qui rêve du monde, de sa distribution et de sa découverte. Alors on sait bien maintenant que la découverte est un terme qui efface la réalité historique de la présence autochtone dans tous les endroits où les Européens se sont déplacés. Mais on sent chez Akloit ce désir de comprendre l'étendue du monde et les règles qui l'organisent. Il s'intéresse au climat, à l'agriculture, et il est cartographe. Et il assiste les investisseurs élisabéthains qui veulent entamer une course aux colonies vers l'ouest, dans le monde atlantique. Il les assiste en devenant leur promoteur. Il écrit les textes qui vont établir les raisons, les 3 grands axes de la conquête anglaise. La première, c'est la gloire de Dieu, puisque la course aux colonies s'organise aussi autour d'un conflit idéologique entre catholicisme et protestantisme. La gloire de Dieu d'abord, l'expansion de la foi chrétienne. Il s'agit de convertir, en l'occurrence les Amérindiens, à la foi protestante pour faciliter l'implantation anglaise. Et enfin, la gloire du souverain, c'est-à-dire l'élargissement de son domaine, dominion en anglais, de sa souveraineté. Donc il s'agit effectivement d'amener par la religion et la présence anglaise à étendre le domaine anglais. 2 ressorts de religion et un plus politique. Tout à fait. Akloit a aussi des arguments d'ordre sociaux, c'est-à-dire qu'il flatte la reine Élisabeth en l'encourageant à investir ce rôle que Dieu lui a confié de représenter la vraie religion, et il lui promet aussi que les colonies seront l'endroit où elle pourra se débarrasser à la fois des pauvres qui créent l'instabilité sociale dans les villes, mais aussi des pasteurs insoumis qui résistent à ces efforts d'uniformité religieuse. Chez Akloit, dans son traité de l'expansion vers l'ouest, tous ces arguments-là sont déjà présents. Et il se retrouve ensuite dans toute la littérature promotionnelle que j'ai étudiée ensuite sur les 50, 60 années qui ont suivi. Je disais Akluit, naturellement c'est Akloit, je prononçais mal. Le débat est ouvert. Laissons-le ouvert, nous allons laisser cette angoissante question ouverte en effet. Mais venons-en maintenant, Agnès Delahaye, alors au premier volet de vos mythes, l'essentiel, c'est-à-dire ceux que nous avons appris comme enfants, souvent sous le nom Pocahontas et Capitaine John Smith.
Oui, il était très important après avoir étudié tous les échecs de l'implantation, de se concentrer sur la première compagnie, la compagnie de Virginie, qui réussit à pérenniser une implantation anglaise, dans la baie de la Chesapeake. L'histoire est fascinante, l'histoire d'une rencontre entre un ensemble de soldats et de gentlemen, mais aussi d'ouvriers agricoles venus d'Angleterre sous contrat de la compagnie de Virginie pour s'implanter, construire un fort. Ils choisissent la baie de la Chesapeake parce que, en s'installant dans cette région de la Virginie, ils ne sont pas très loin des routes que prennent les navires espagnols pour remonter le long des côtes et repartir vers l'Europe. Les courants fonctionnent de cette manière que les navires quittent la Caraïbe et longent la côte de la Floride et la Virginie avant d'entamer leur traversée océanique. Donc, l'idée est de construire un lieu qui accueillerait les navires anglais, les navires corsaires anglais, les protégerait d'une attaque espagnole et leur permettrait de se ravitailler ou de se cacher ou de passer un certain temps, en tout cas, dans cet espace. C'est le but premier de Hakluyt, assurer le ravitaillement et la protection des navires anglais dans une mer qui est dominée par l'espagnol. On passe des corsaires aux settlers comment dire en français. Les settlers sont ceux parmi les colons qui s'installent dans les espaces colonisés, qui ne reviennent jamais en métropole. Le terme colon d'implantation ou colon de peuplement peut remplacer le terme anglais settler. Il n'y a pas un mot unique en somme, en français. Pour désigner cette action de transformation de l'environnement par le travail, non. Tant pis. La compagnie de Virginie recrute pour gouverner ce premier contingent 5 soldats, dont John Smith. John Smith qui a passé sa jeunesse en Europe comme mercenaire des armées protestantes dans les guerres de religion, qui se retrouve sans doute après la paix avec l'Espagne sans emploi et qui s'engage donc dans la colonisation. Il appartient à la catégorie des aventuriers puisque vous définissez plusieurs catégories. Absolument. Il est aventurier au sens où il ne reste pas en Amérique. Il rentre en Angleterre après une période assez courte, de moins de 2 ans. Il est aussi quelqu'un qui rêve l'espace américain ou qui essaye d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Il est connu par sa biographe et la spécialiste de son œuvre, Karen Cooperman, comme l'inventeur d'une théorie de la colonisation. Il a écrit énormément. C'était quelqu'un aussi qui avait une éducation, qui savait écrire et qui aimait beaucoup se mettre en scène. Il adorait le langage du théâtre. Il a donc beaucoup publié ses récits d'exploration qui ont été édités assez récemment en 3 volumes, donc ils sont donc accessibles, transcrits, annotés, très accessibles pour les lecteurs anglophones qui ont envie de se confronter à ces sources. Et il raconte cette rencontre avec Pocahontas à plusieurs reprises. Alors, Pocahontas. Pocahontas, à l'époque, je vais tout de suite, détruire le mythe de la romance entre John Smith et Pocahontas, parce que c'est ce que Disney a voulu invoquer, une histoire d'amour. Pocahontas a 10 ans au moment où John Smith est, selon lui, capturé par la confédération Powhatan. Elle est la fille du chef de cette confédération, Wahunsonaqa, et c'est une jeune femme qui est déjà connue pour son intelligence et sa propension à comprendre le temps, l'histoire, le divin. Elle est une medicine woman, comme on dit, en formation, et elle va être échangée par son père contre 2 jeunes garçons anglais pour venir passer dans le fort de Jamestown, que les Anglais ont fini par construire, du temps, pour apprendre d'eux leurs coutumes, leur langue surtout. Elle est donc un intermédiaire entre les 2 mondes. Et elle est très jeune à l'époque où John Smith la rencontre. Elle va jouer un rôle plus tard aussi, une fois adulte, elle jouera un second rôle dans la compagnie, mais dans les premiers écrits de John Smith, elle est un accessoire, l'accessoire d'un récit héroïque dans lequel John Smith se met en scène comme étant capturé, prêt à être mis à mort. Les gourdins se lèvent au-dessus de sa tête et Pocahontas se serait jetée sur lui pour le protéger. Elle aurait donc été cette autochtone qui se serait interposée, opposée à la loi de son aîné pour prendre le parti de l'anglais. Vous parliez à Agnès Delahaye de Walt Disney. On comprend pourquoi cette histoire a pu nourrir beaucoup des mythologies, cette fois enfantines, mais qui ne sont pas sans importance quant
la pérennité d'une certaine sensibilité américaine par rapport à ce mythe d'origine que vous évoquez. Un extrait du film de Walt Disney, 1995, Pocahontas, une légende indienne. Vous nous direz en quoi le dialogue entre ce que nous savons d'elle et ce que l'on dit d'elle peut être éclairant. Mais qu'est-ce que c'est? Ma boussole. Ta boussole? Ça sert à retrouver son chemin quand on se perd. Mais ne t'en fais pas, j'en achèterai une autre à Londres. Londres? C'est le nom de ton village? Oui, mais c'est un immense village. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, il y a des rues, des centaines de fiacres, des ponts sur le fleuve et des bâtiments aussi grands que des arbres. J'aimerais voir toutes ces choses. Tu les verras. Mais comment? Nous allons les construire ici. Nous montrerons à ton peuple ce qu'on peut faire de ce territoire pour en tirer profit. Pour en tirer profit? Oui, nous ferons des routes, des maisons dignes de ce nom et... Mais nos maisons nous conviennent. C'est ce que tu crois. Seulement, tu ne connais pas encore les nôtres. Ne le prends pas mal, voyons. Attends. Arrête. Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Nous faisons beaucoup pour les sauvages à travers le monde. Des sauvages? Je ne parle pas de toi, évidemment. Rien que de mon peuple. Non, je t'assure, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé, Agnès Delahaye. C'est vraiment mal exprimé? Non, lui est tout à fait dans le juste. Effectivement, l'attitude des Anglais est de considérer toujours et sans jamais revenir sur cette frontière essentielle, de considérer les Powhatan comme des sauvages. Donc il y a des rapports, des échanges, des proximités, mais une frontière infranchissable qui existe entre les deux peuples. En fait, il s'est bien exprimé. Il s'est bien exprimé. Il dit aussi clairement qu'il a plein de choses à leur apprendre et que les autochtones sont définis par leur ignorance du profit. Ils ne savent pas comment tirer profit. Et c'est tout à fait dans la lignée de la littérature promotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, où on représente toujours l'autochtone comme quelqu'un qui ne sait pas la valeur des choses. Et ce qui justifie qu'on le dépossède entièrement de ce qu'il offre, la fourrure et puis ensuite, bien sûr, les terres principalement. Il dit aussi « Je ne parle pas de toi ». Il est vrai que Pocahontas rencontre John Smith quand elle est enfant, mais elle va épouser John Rolfe un autre qui s'appelle John aussi, que Disney a fusionné en une seule personne. Mais John Rolfe est très différent de John Smith. John Rolfe est passionné par la culture du tabac. Il a passé un temps dans les Antilles et il transporte avec lui des pieds de tabac que Pocahontas va lui enseigner à cultiver. Donc il incarne assez bien une transition entre l'arrivée où on cherche à se nourrir à s'enrichir des biens qui sont déjà là, et puis la culture. Absolument. À l'époque de John Smith, il s'agit simplement de survivre en commerçant principalement des denrées alimentaires, le maïs, plus que la fourrure, parce qu'il faut survivre. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension entre les deux nations. À leur arrivée, les Anglais sont dans la dépendance absolue vis-à-vis des autochtones. Ils doivent commercer pour se nourrir, pour survivre tout simplement, puisqu'ils n'ont pas les moyens de faire pousser le maïs dont ils ont besoin. À l'époque, 10 ans plus tard, quand John Rolfe arrive en Virginie en 1612, les conditions sont différentes. Le peuplement est établi. Les villes autochtones sont là pour rester. La Confédération Powhatan s'est reculée un petit peu à l'intérieur des terres, s'est un peu éloignée et a cessé les négociations entre Powhatan et Anglais. Alors, Pocahontas, elle se convertit à la religion chrétienne pour pouvoir épouser John Rolfe, qui écrit une lettre fascinante à la reine Anne et à son gouverneur, dans lequel il explique que il comprend qu'elle est sauvage, qu'elle est étrangère, que ses mœurs lui sont répugnantes, mais il la désire néanmoins. Et il explique que ce mariage-là scellera l'alliance fragile entre autochtones et anglais. Donc ce mariage est stratégique et doit permettre à ces deux peuples de cohabiter dans l'espace côtier que les Anglais ont occupé. Pocahontas donc se marie à John Rolfe et avec son entourage, parce qu'elle n'est jamais seule, réside dans la ferme que John Rolfe a obtenue de la Compagnie de Virginie et ils font ensemble pousser le tabac, dont une technique que les Powhatan maîtrisent et John Rolfe lui apporte un pied de tabac antillais qui a un goût beaucoup plus
plus parfumé, beaucoup plus plaisant. Et il va y avoir un engouement pour le tabac en Angleterre qui va changer vraiment les modes de consommation des Anglais. Mais justement, Pocahontas part pour l'Angleterre, on l'y conduit, comme le tabac. Oui. Et c'est la seconde partie de son destin est également éclairant. Elle est représentante de son peuple en Angleterre. On ne sait pas très bien ce qu'elle imagine obtenir de cette rencontre avec le roi d'Angleterre, mais la compagnie de Virginie, en fait, l'utilise comme outil promotionnel et la fait rencontrer des nobles. Elle assiste à un masque de cour. Elle est promenée dans la ville, elle rencontre aussi des émissaires religieux, etc. Elle est l'outil de la promotion de la compagnie de Virginie, qui a toujours besoin d'investissement puisque le tabac requiert une main-d'œuvre énorme. Et donc il faut toujours recruter, il faut toujours lever des fonds. Cette compagnie n'est toujours pas solvable, toujours pas rentable, mais elle présente des promesses commerciales très fortes. Vous nous montrez bien donc comment cette histoire éclaire un moment essentiel de l'arrivée des Anglais, des Britanniques en Amérique. Aujourd'hui, avec le recul, en quoi cette histoire est-elle devenue vraiment mythique et en quoi sert-elle une idée que les États-Unis peuvent se faire d'eux-mêmes? C'est vraiment un des rares moments où l'alliance et l'entente et la cordialité ont été possibles. Dans un océan de violence, un continuum de violence expansionniste, puisqu'il s'agit bien d'une conquête coloniale, Pocahontas, ou la romance supposée entre Pocahontas et John Smith, ou John Wolfe, ou l'un et l'autre, ou les deux confondus, évoque de manière bienveillante un processus historique qui en réalité a été d'une grande violence. Donc le mythe sert à dissimuler cette violence dans l'enseignement, dans l'idée que les États-Unis se font d'eux-mêmes. Absolument, à conforter l'idée selon laquelle la conquête coloniale américaine n'a pas été la même que la conquête espagnole ou la conquête portugaise, que la violence était moindre, que les Amérindiens étaient prêts à céder leurs terres, et que ces terres n'ont pas été conquises, elles ont été gagnées dûment et de manière très légitime. Prêts et presque reconnaissants. Absolument. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Vous relevez, Agnès Delahaye, que dans le Capitole à Washington, il existe entre autres deux grands tableaux qui remontent au XIXe siècle et qui incarnent les deux mythes principaux que vous traitez dans votre ouvrage. C'est-à-dire l'affaire d'une part de John Smith et des siens et d'autre part le Mayflower. Pour considérer le deuxième mythe, il faut se déplacer de 300 km, 200 km vers le nord. Tout à fait, sur la baie du Cap Cod, à la pointe sud de la Nouvelle-Angleterre, à quelques kilomètres de New York, de l'état actuel de New York. Et 10 ans plus tard, en réalité, en 1620. Décrivez-nous le second tableau qui va nous amener à votre second mythe. Le départ des pèlerins, les départs de Delphes du Mayflower et des pèlerins du Mayflower. Alors ce tableau, il représente les grandes figures de la migration du Mayflower, le gouverneur, le pasteur. Un tableau de 1843 de oui. Robert Walter Weir. Weir, oui. Au centre duquel il y a la Bible ouverte, qui est censée incarner la motivation première de cet exil. Plutôt que des pauvres gens, on voit plutôt des nobles bien habillés, il y a un peu de dentelle, un peu de velours. Et ce tableau-là est censé représenter la pulsion religieuse ou l'élan religieux qui a transporté cette compagnie de l'autre côté de l'Atlantique vers rien, puisqu'ils n'avaient ni terre, ni lieu d'accostement, ni ancrage. Et donc, ils sont partis sur l'océan comme ça. Et c'est ce second mythe, la communauté souffrante, pieuse, perdue, malmenée par les épreuves de l'océan, du climat, du territoire lui-même, qui s'installe donc sur les côtes de Plymouth à l'hiver 1620. On quitte la Virginie pour monter. On remonte un monter. petit peu au nord. Plymouth, c'est un petit peu au nord de New York. On est en fait assez proche de New York, entre New York et Boston. Ce second mythe, si vous voulez, c'est l'idée que l'historiographie religieuse sur laquelle l'histoire de la fondation de Nouvelle-Angleterre s'est fondée
ignore délibérément le projet politique et économique qui sous-tendait cette implantation, qui était un projet de colonisation. Dans le pacte du Mayflower, le but donné de leur association, c'est établir cette première colonie anglaise. Quel est le ressort qui leur a fait fuir la Grande-Bretagne, l'Angleterre de l'époque, celle d'Élisabeth la Grande? Les efforts de conformité qui leur sont imposés par la couronne anglaise, de conformité religieuse. Ils sont de conviction calviniste, congrégationaliste, très très attachés à l'autonomie de l'Église, l'idée que le consistoire, le pasteur sont choisis par les membres, que les membres eux-mêmes sont cooptés à l'intérieur de la congrégation. Donc on est à l'opposé de la paroisse, c'est-à-dire de l'idée d'une juridiction religieuse à laquelle tous les résidents appartiendraient. Donc Brewster, qui est l'un de leurs dirigeants, tombe sous le coup d'une comparution devant un tribunal religieux en Angleterre et il propose à sa congrégation de quitter l'Angleterre pour les Pays-Bas qu'il connaît parce qu'il a été secrétaire d'un ambassadeur là-bas. Il sait aussi que les Pays-Bas accueillent depuis longtemps les exilés protestants radicaux anglais. Donc il propose à sa congrégation de traverser et de s'installer aux Pays-Bas. Ils vont rester presque 10 ans là-bas. Ils quittent la Hollande parce qu'au fond, ils craignent que leur postérité ne devienne hollandaise et fut en somme corrompue par un milieu qu'ils estiment moralement peu élevé parfois. Ils vivent enclin à l'hérésie. Tout à fait. Ils se soucient de la conversion de leurs enfants. Et donc, pour une bonne conversion congrégationaliste, il faut d'abord un chemin très ardu de discipline, de doute, de remise en question que la jeunesse hollandaise ne pratique pas. Donc cet argument de protection de la jeunesse est très fort. L'argument aussi économique, puisqu'ils se plaignent d'avoir le corps brisé par les professions mécaniques, c'est-à-dire les ateliers dans lesquels ils sont confinés. Ils sont nostalgiques du mode de vie agricole qu'ils avaient en Angleterre avant leur exil. Qu'ils vont retrouver en Amérique. Tout à fait. Ils vont construire de toutes pièces une organisation corporatiste, un partage du travail entre propriétaires, exploitants agricoles, commerçants et soldats, miliciens, qui vont travailler de concert à sécuriser un espace assez petit dans la baie de Plymouth, avec une vingtaine d'habitations, et puis défricher les champs, et puis cultiver, et puis payer leurs dettes à l'Angleterre pour acquérir une certaine autonomie. Et alors, quid des relations avec les populations autochtones? Alors, ils ne rencontrent pas immédiatement les Wampanoag qui habitent la région, qui se cachent d'eux, parce que entre John Smith et les pèlerins de Plymouth s'écoule une période pendant laquelle les navires européens circulent dans toutes ces côtes. Donc, ils connaissent, ils se méfient des navires européens qui ont tendance à capturer des autochtones, parce qu'il est toujours avantageux pour un armateur ou pour un marchand d'apporter des preuves en nature de son aventure américaine. Et donc, la capture et l'esclavage font partie de ce système depuis le début. Il se méfie donc de ces nouveaux arrivants, mais la rencontre se fait au printemps, après un hiver très rude. La rencontre se fait quand un Amérindien s'approche du village anglais et parle en anglais et explique à ces gens qu'à côté existe une confédération, un empereur, Wampanoag, et du nom de Massasoit, et que il serait bénéfique à ces Anglais de faire une alliance avec lui. Et cette alliance, il y a un traité. Cette alliance, quand on la rappelle, évidemment, est en contraste avec tout ce qu'on sait sur les épisodes ultérieurs des relations entre les nouveaux arrivés et les Indiens d'origine. La question du traité est toujours très difficile, parce que la signification des termes du traité achoppe à des différences culturelles qui ne sont pas dites. Alors en quoi le mythe peut-il aujourd'hui se nourrir de ce moment-là? Le mythe se nourrit de ce moment-là en rassemblant les Américains très régulièrement autour d'un des piliers de la société américaine, qui est la famille, pour un repas où on commémore l'alliance entre autochtones et anglais, le repas du Thanksgiving. Alors les pères pèlerins ont célébré un premier Thanksgiving, mais ils n'ont pas mangé de la dinde. Ils ont chassé essentiellement. Et ce moment
pendant lequel très très frugal, pendant lequel ils ont exercé leurs armes, est connu comme le premier Thanksgiving. Troisième jeudi de novembre. De novembre, c'est ça, depuis Lincoln. L'instauration de la fête de Thanksgiving au niveau national, c'est ce que je décris dans l'ouvrage, est tardive, date du 19e. Mais l'événement lui-même a existé. Eh bien, à propos de Thanksgiving, pour en restituer l'atmosphère aujourd'hui, ce reportage à la télévision d'Agnès Varamian et de Thomas Donzel qui a été diffusé sur France 2 le 29 novembre 2019, au moment du Thanksgiving de cette année-là. En Amérique, Noël est toujours en avance. À quelques kilomètres à vol d'oiseau de la Maison-Blanche, une famille prépare une fête plus célébrée encore que celle du 25 décembre. C'est Thanksgiving. Les Williams, Juline et Mike, et leurs 11 enfants âgés de 20 à 2 ans. Happy Thanksgiving! Une fête sans cadeau ni sapin, un moment exclusivement américain. Dans l'immense cuisine de la famille Williams, c'est l'effervescence et la démesure. C'est une dinde de 10 kilos. On en a 2 de 10 et 2 autres de 9 kilos. Oh mon Dieu, on mange tellement. Car Thanksgiving, c'est d'abord un repas. Avec le stress, Juline a oublié d'éplucher les oignons dans la farce. Oh, je m'en fiche tant que c'est beau. Non, je plaisante. Oh my gosh, hello! Chez les Williams, les invités sont là. Tali, 5 ans, mène la prière. Amen. Okay, good job, Tali. Thanksgiving veut dire rendre grâce. Ce jour-là, les Américains se souviennent du repas partagé au XVIIe siècle entre les premiers colons et les Indiens. Les premiers hivers des colons ont été terribles. Les gens mouraient de faim, de maladies. Ils ont reçu l'aide des Indiens, sans qui ils seraient tous morts. Thanksgiving, c'est le jour où ces colons ont partagé avec les Indiens leur première bonne récolte, où enfin ils avaient assez à manger. C'est comme ça qu'ils les ont remerciés. De la gratitude pour ceux qu'on aime, un moment de bonheur en famille. Voici ce que signifie Thanksgiving et que les Williams ont bien voulu partager avec nous hier soir. Voilà qui dit bien, Agnès Delahaye, ce que signifie Thanksgiving aujourd'hui. Quand était le premier Thanksgiving ? En novembre 1621. Donc après un hiver extrêmement difficile, les pèlerins ont réussi à planter une récolte de maïs qui leur permettra d'avoir assez de semences pour planter au printemps suivant. Donc c'est le début de leur survie. C'est le signe que tout n'est pas perdu et qu'ils vont pouvoir rester ici. Une certaine maîtrise de l'environnement, les moyens de se nourrir qui ont manqué pendant très longtemps aux employés de la compagnie de Virginie dont on a parlé tout à l'heure. Ce qu'on comprend bien dans cet extrait, c'est que les Américains, on ne sait pas de quelle origine est cette famille, mais les Américains ont une connaissance assez précise, somme toute, des circonstances dans lesquelles ce premier Thanksgiving a été célébré. En revanche, ils n'ont assez peu d'idées de la manière dont cette fête est devenue une fête nationale dans la seconde moitié du 19e siècle. Il s'écoule un temps très long entre le premier Thanksgiving et le moment où le Thanksgiving va devenir la fête, vous l'entendez dans l'extrait, la plus célébrée, plus que Noël aux États-Unis. C'est peut-être parce qu'elle signifie à la fois un effort pour inclure tout le peuple américain et qu'en même temps les pèlerins, les pilgrims, ont gardé aujourd'hui, leurs descendants gardent le sentiment d'être une aristocratie en différence avec le reste, une élite. On a fondé les sociétés des pilgrims, des descendants. C'est une opposition importante, non? Une tension? Oui, c'est une tension. C'est vrai que l'histoire du Thanksgiving, elle appartient d'abord à la Nouvelle-Angleterre et à Plymouth en particulier. C'est au moment où la République américaine se consolide dans la première moitié du 19e siècle, des sociétés historiennes naissent dans cette région qui vont valoriser ce passé très ancien. Et c'est à ce moment-là que les pèlerins ont pignon sur rue, on les représente en peinture, on les célèbre lors d'anniversaires. Et cet héritage est encore très loin de la fête commerciale qu'est Thanksgiving aujourd'hui, mais elle émane de Nouvelle-Angleterre et elle contribue effectivement à faire de cette élite, on pourrait dire yankee,
l'élite nationale du pays, celle qui porte les valeurs de religion, de vertu, de discipline, et puis principalement aussi la famille, pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu de tous les bienfaits qui sont les leurs, et principalement l'abondance de leur table, leur richesse, leur confort. Ça vaut donc pour tous les États-Unis, mais il y a en même temps cette société de descendants des pèlerins extrêmement fermés, descendants du Mayflower, qui n'acceptent personne qui prétendrait descendre un arbre généalogique indu. Mais pour nous, Européens, qui sommes entourés de toutes parts de monuments historiques, de lieux d'histoire, de lieux de mémoire, il faut bien comprendre que l'Amérique a dû construire ces lieux de mémoire et d'histoire. Le Capitole et ses tableaux participent de cette entreprise de création, de rédaction, de composition d'un passé commun qui permettent d'invisibiliser ou d'effacer les différences et de rassembler les Américains autour de la communauté qu'ils sont censés former au sein de leur nation. J'en venons maintenant dans le troisième moment de notre conversation, Agnès Delahaye, troisième des mythes que vous considérez dans votre ouvrage. Est-ce un mythe de la même nature, vous allez nous le dire? C'est le puritanisme qui s'est développé dans le Massachusetts autour d'un personnage digne de tous les intérêts qui s'appelle John Winthrop, qui est le puritain vraiment intrinsèque, à la fois ambitieux et en quête d'autonomie. Je vais vous faire entendre pour ouvrir ce troisième moment de notre conversation autour du thème des mythes d'origine aux États-Unis, vous faire entendre cet extrait d'un sermon qu'il a fait à ses troupes sur le navire Arabella en 1630. C'est un extrait des Chemins de la connaissance de Marie-Hélène Fressé sur France Culture le 14 mars 1979. En ce qui concerne nos personnes, nous formons une compagnie et nous déclarons membres de l'Église du Christ. En ce qui concerne le travail que nous avons devant nous, il s'agit par consentement mutuel et par providence toute particulière, et une approbation particulière des Églises du Christ, de chercher un lieu de cohabitation et de communauté sous une forme convenable de gouvernement civil et ecclésiastique. Dans de tels cas, le souci du public doit passer avant tous les aspects particuliers. Ce à quoi nous oblige non seulement notre conscience, mais la société civile elle-même, car c'est une règle véritable, que les statuts particuliers ne peuvent pas se maintenir lorsque la chose publique est ruinée. Nous devons considérer que nous serons comme une ville sur une colline, et que les yeux de tous les peuples nous regardent. Et si nous trahissons notre Dieu dans cette œuvre que nous avons entreprise, et qu'il nous retire son aide, nous deviendrons la fable et l'objet de risée du monde entier. John Winthrop. Sermon prononcé sur l'Arabella, navire qui le conduisait avec d'autres puritains au Massachusetts en 1630. Agnès Delahaye, ce propos est significatif. Formidable orgueil, le monde entier nous regarde, et en même temps rigueur extrême dans la manière de tenir les comportements et d'imposer une certaine manière de vivre avec, on ne le voit pas exactement là, mais une espèce d'obsession du sexe aussi qui va être tout à fait au centre du puritanisme. Tout à fait. Le modèle de charité chrétienne dont nous venons d'entendre un extrait absolument crucial n'est pas un sermon, il est le sermon de John Winthrop. Il est le texte qui est le plus mobilisé, le plus cité dans son historiographie. Et vous avez raison de pointer l'orgueil de l'individu qui a un sens historique extrêmement développé, et c'est ce qui me l'a rendu fascinant. Une conscience très forte d'innover, de créer en partant et en s'installant en Amérique, un ordre social et politique nouveau, une colonie de peuplement qui est fondée sur, on l'a bien entendu, le consentement mutuel, le travail, l'Église qui fait corps, qui crée des liens familiaux, intimes entre les colons, une communauté qui est tournée tout entière vers sa propre réussite. Il insiste beaucoup sur la chose publique. Et la chose publique, alors
ces historiens aiment en faire de lui l'ancêtre d'une certaine forme de républicanisme. La chose publique dans son esprit, c'est sa corporation. Il est gouverneur d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la baie du Massachusetts, qui est une corporation, c'est-à-dire une société commerciale qui a pour but de s'implanter et de pérenniser son implantation en Nouvelle-Angleterre et de générer du profit. Ce qu'il dit, c'est que d'autres compagnies avant eux ont échoué, ont été détruites par des Européens ou bien des autochtones, et que leur modèle à eux présente une nouvelle forme d'occupation coloniale et que cette occupation coloniale doit reposer sur le consentement mutuel, l'entente, l'accord et le culte. Donc, on comprend que la religion est à la fois ciment social, affectif, mais c'est aussi un pilier de la gouvernance coloniale depuis le début, mais c'est aussi un ciment idéologique qui va créer des solidarités entre ces settlers. Dans ce sermon-là, il définit une société, la société qu'ils vont construire et qui ne changera pas jusqu'à même au-delà de la Révolution, qui est vraiment une société qui est tournée tout entière vers sa propre réussite. Avec la religion comme fondement. Et à cet égard, il est intéressant de citer le point de vue d'Alexis de Tocqueville dans sa correspondance. C'est une lecture par Arnaud Bédouet dans Une vie, une œuvre de Jacques Munier sur France Culture le 16 février 2003. O God, our Heavenly Father, in these critical days when our beloved country labors with such grave and disturbing problems, look upon us, we beseech Thee, and give us the light and the strength to be just and merciful. Amen. Colwell, 45 miles de New York. Mon esprit a tellement été mis en mouvement depuis ce matin par le commencement de ma lettre que je sens le besoin de la reprendre sans savoir cependant au juste ce que je vais te dire. Je te parlais plus haut de la religion. On est frappé en arrivant ici de l'exactitude pratique qui accompagne les exercices de la religion. Le dimanche est observé judaïquement. J'ai vu des rues barrées en face des églises pendant le service divin. La loi commande ces choses impérieusement, et l'opinion bien plus forte qu'elle oblige tout le monde à se montrer à l'église et à s'abstenir de tout divertissement. Et cependant, où je me trompe fort, où il y a un grand fond de doute et d'indifférence cachés sous ces formes extérieures, nulle passion politique ne se mêle, comme chez nous, à l'irréligion, mais la religion n'en a pas pour cela plus de pouvoir. C'est une impulsion très forte qui a jadis été donnée et qui va maintenant en expirant tous les jours. La foi est évidemment inerte. Entrez dans les églises, je dis les protestantes, vous y entendrez parler morale. Cette idée de foi inerte vous paraît-elle, en somme, bienvenue, Agnès de La Haye, comme héritage de vos puritains autour de votre Winthrop? Disons que la pratique religieuse, effectivement, structure la vie coloniale, crée des réputations, permet aussi des solidarités. On pense à des femmes en particulier qui sont isolées toute la semaine dans leur ferme et qui le dimanche peuvent retrouver une forme de socialité qui les soulage de leur quotidien et un quotidien entièrement dédié au travail. L'église est un lieu de socialité et le seul, quasiment, dans une société qui ne pratique pas le divertissement, ou très peu en tout cas en Nouvelle-Angleterre, pas de théâtre, pas de musique. Donc les puritains sont connus pour leur austérité morale. Et la morale, c'est bien le mot qu'emploie Tocqueville ici. On les connaît pour ça. Aujourd'hui encore, ça explique la place de la religion dans une démocratie qui est beaucoup plus religieuse. Au quotidien, les Américains sont très très attachés à leur appartenance d'église, des églises dans lesquelles ils se reconnaissent et ils se retrouvent pour des valeurs sociale ou bien une appartenance ethnique. Donc l'Église peut autant diviser que rassembler en Amérique. Ce qui reste de Winthrop et de sa vision est en réalité un héritage politique que l'on connaît peu, puisque Winthrop avait une plume extrêmement acerbe. Il était d'une intransigeance terrible vis-à-vis de ses ennemis politiques, misogyne, profondément misogyne, c'est-à-dire que dans la société qu'il envisage, les femmes n'occupent aucune place dans l'espace public. Et il est aussi obsédé par la dégénérescence du corps social. Le peuplement, repose sur le renouvellement
démographique de la population. Cette angoisse de voir son peuple, sa nation, sa communauté disparaître sous, au départ, une attaque indienne, une famine, et puis petit à petit, la présence de personnes auxquelles on s'identifie moins. Winthrop est très connu dans l'historiographie principalement, mais aussi dans la culture politique, comme l'inventeur de ce modèle que l'on dit aujourd'hui exceptionnaliste. L'idée que l'Amérique est un modèle pour le monde, qui était vraiment une conception du déroulement du monde et de l'avancée de la chrétienté vers l'Ouest. Et il est très connu de l'historiographie. À la Révolution, il fait surface. Au moment où l'histoire se professionnalise à l'université et la constitution d'archives nationales, il est à nouveau au cœur des débats. Il apparaît aussi dans la culture politique de Nouvelle-Angleterre. Kennedy, avant d'entrer à la Maison-Blanche, fait son adieu au Massachusetts en invoquant l'esprit de John Winthrop. Et enfin, Ronald Reagan, qui en a fait son inspiration politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Reagan, à l'époque, s'adressait à la fois aux mouvements évangéliques qui sont en train de s'installer au cœur du Parti républicain et qui vont conduire à sa transformation en ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui, avec, vous mentionnez l'avortement, il est évident que les républicains font la guerre aux femmes. Donc, entre cette dimension religieuse et puis économique, parce que ce que Winthrop a promis et ce qu'il a réalisé, c'est un système de gouvernance qui permet l'enrichissement individuel en même temps que l'enrichissement collectif. Sa corporation était donc une structure à laquelle on prenait part en travaillant, en exploitant une terre, en développant un commerce, et en retour de ce service à la communauté, on recevait un avantage fiscal ou un poste politique ou un marché privilégié. Est-ce qu'on peut pas avoir pourtant une opposition entre l'époque de 1620, l'époque qui lance Winthrop, le XVIIe siècle, et d'autre part 1776, c'est-à-dire la naissance des États-Unis d'Amérique qui sont fondés sur les Lumières. Winthrop, ce n'est pas un homme de lumière, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que cette tension-là ne mérite pas aussi d'être considérée? Tout à fait. Alors la manière dont les historiens de Nouvelle-Angleterre et Jérémy Belknap en particulier s'en sortent, c'est justement de s'éloigner de la religion. C'est-à-dire de revenir au principe de gouvernement, de consentement mutuel. Tocqueville, que nous avons entendu tout à l'heure, cite dans le premier tome de la démocratie en Amérique un seul texte de cette période dite puritaine de la fondation de l'Amérique, et c'est le discours de la liberté de John Winthrop, où John Winthrop explique que l'autorité sert entièrement la liberté, il dit notre liberté, nous les colons qui sommes ici, et que notre liberté ne consiste qu'à faire que ce qui est bien, juste et honnête. Mais qui en juge? Eux-mêmes. Et c'est pas l'esprit du tout des constituants de 1776. Non, parce que les constituants de 1776 sont d'abord en quête de préserver une domination économique sur une région du monde qui est en crise. Avec en particulier une affirmation de la quête du bonheur, qui est une notion qui apparaît extrêmement dangereuse, au contraire, à l'esprit puritain. On se méfie beaucoup de la quête du bonheur. De ce bonheur-là, oui. Mais un bonheur humble, modeste, familial, un certain confort, une prospérité et surtout, les moyens de donner à sa descendance l'accès à la compétence que Winthrop voulait atteindre. La liberté pour lui, c'est l'absence de dépendance. Et ce qu'il est venu chercher en Amérique, c'est la possibilité de transmettre cette liberté à ses nombreux enfants. Une dernière question, Agnès Delahaye. Puisque Donald Trump va redevenir président des États-Unis dans quelques jours, comment le situez-vous par rapport à ces mythologies américaines, ces mythes d'origine que nous avons décrits aujourd'hui? Donald Trump, à ma connaissance, mais je vous avoue que je ne fais pas une veille documentaire sur les dires et les publications de Donald Trump. Je pense qu'il est assez éloigné de tout ça. Quand le projet 1619 sur l'histoire de l'esclavage a été lancé par le New York Times, il était président, il s'est tout de suite empressé de constituer une commission, qu'il a nommée la commission 1776, pour écrire une histoire qui, justement, passait outre toutes nos considérations, celles du peuplement, de la dépossession autochtone, de l'esclavage, du travail servile. Il a voulu publier une histoire officielle
des États-Unis, qui commencerait en 1776, donc qui clairement ne ferait pas figurer cette complexité et ces réalités que j'ai essayé de transmettre un petit peu dans mon livre, à savoir des espaces de pouvoir, de conflits, de contestation. La vision historique de Donald Trump, c'est une ligne droite vers sa propre gloire. L'histoire, il s'en soucie assez peu. Et à l'issue de notre propos, Agnès Delahaye, comment pourriez-vous définir une unité entre ces trois mythes fondateurs dont nous avons parlé ce matin ? Ces trois mythes fondateurs émanent d'une période assez concentrée, des 50 premières années de la colonisation anglaise en Amérique, dans la première moitié du XVIIe siècle, où la colonisation de peuplement a pris forme et où les savoirs des colonisateurs se sont accumulés dans leurs écrits, que j'ai assemblés, lus conjointement. J'ai pu constater combien ils se lisaient, ils se citaient les uns les autres. John Smith va citer John Winthrop, par exemple. Et ces savoirs s'accumulent dans des textes qui vont ensuite constituer l'héritage politique de ces colonies. Donc des origines de gouvernance, de gestion qui sont transformées au cours du XIXe siècle en mythes fondateurs pour accommoder la nouvelle diversité de la nation américaine, qui n'est plus que protestante, qui n'est plus que anglaise, mais qui, au contraire, sous l'impulsion des deux industrialisations, va devenir extrêmement diversifiée. Donc un effort de maintien d'une certaine unité, plus ou moins mythique, au cœur d'une nation qui est marquée par des forces centrifuges considérables. Vous diriez cela ? Oui, tout à fait. Avec une participation très importante des éducateurs, des historiens, des éducateurs à la transmission de ces moments originels et fondateurs. Je vous remercie Agnès Delahaye, je m'empresse de rappeler le titre de votre ouvrage, Aventuriers, pèlerins, puritains, les mythes fondateurs de l'Amérique, aux éditions Passé Composé, tout juste paru en 2024. Vous trouverez naturellement d'autres ouvrages cités en ligne. We be three poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy whilst others live at ease. Shall we go dance around, around, around? And shall we go dance around, around, around? And he that is a bully boy, come let me on the ground, the ground. Et tandis qu'en arrière-fond, nous entendons un extrait d'une musique de l'ensemble Passamezzo, c'est un disque qui est sorti à l'occasion des 400 ans du Mayflower, c'est donc en 2020. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Adrien Gaza à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. The ground.